Tout le monde a subi un traumatisme. Puis le premier traumatisme qu'on vit, c'est de sortir du ventre de la mère, puis de naître dans ce monde-là. Jamais je vais m'appeler chamane. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est trop de responsabilité, vous pensez? Non, parce que c'est de l'ego. Mais l'ego spirituel, c'est dangereux. C'est dangereux parce que surtout quand les gens ils sont pas ancrés, surtout quand les gens ils sont pas dans leur corps, ils sont pas dans la matérialité. Moi, j'ai vu des gens perdre pied parce qu'à 31 ans, tu sais pas grand-chose. Moi, j'ai 56, puis en fait, dans la tradition autochtone, à 52 ans, tu commences à, ils appellent ça grand-mère, grand-père, dans la sagesse. On commence à peine à être sage à 52 ans. Mon challenge, ça a été de m'ancrer, ça a été d'accepter mon incarnation, de vivre dans un corps physique sur cette terre. Merci de nous suivre. Une nouvelle rencontre depuis Montréal avec mon invitée qui est installée sur le canapé et très confortablement installée. Elle s'est mise à l'aise et elle a bien raison. C'est Ilka Marcenet qui est avec nous. Bonjour Ilka. Bonjour Marc. Ça va? Ça va super bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, quand je dis chez vous, Montréal, voilà, vous venez parce qu'on est à Montréal et parce qu'il faut venir à Montréal, hein, parce que sinon vous resteriez bien là où vous êtes dans votre forêt, dans les Laurentides, au pied du Mont-Tremblant, du côté nord, dans la nature. Bon, merci d'être là, en tout cas d'avoir fait le déplacement. Vous êtes praticienne en chamanisme, femme médecine, comme on dit. Alors, j'ai reçu évidemment beaucoup de praticiens en chamanisme. Certains, et notamment en Europe, font une distinction entre praticiens en chamanisme et chaman. Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Ben, il y a une grande différence au sens de si quelqu'un se proclame chaman, il y a toujours un problème. Dans le sens que c'est pas un titre qu'on se donne, c'est la communauté qui peut nous donner ce titre-là avec les années, avec la pratique, en faisant des petits miracles. Et donc, moi, je préfère rester dans le titre de praticien en chamanisme. Mais personne ne vous a adoubé, comme on dit? Ah, mais oui, plein de gens, mais moi, j'oserais jamais. Vous pouvez parcourir mon site, vous pouvez lire mes livres. Jamais je vais m'appeler chamane. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est trop de responsabilité, vous pensez? Non, parce que c'est de l'ego. Ah bon? Ben pour moi. Moi, j'ai pas besoin de titre. J'ai pas besoin qu'on m'appelle comme ça. Quand je me donne un titre, je me donne le titre de praticienne en chamanisme. Mais bon, j'ai des gens qui m'appellent chamane. S'ils veulent le faire, ils le font. Mais jamais je vais le faire pour moi-même. Bon. Merci d'être là parce que je sais que vous êtes à quelques jours, quelques semaines de partir à l'autre bout du monde, en Mongolie. En Mongolie. Et évidemment, vous y allez régulièrement avec des groupes. Hein, c'est ce qu'on discutait hors antenne de cela. On va voir évidemment votre parcours de vie. Et vous le dites, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui que de devenir ce que vous appelez la médecine du monde? Ben, pour moi, oui. Devenir la médecine du monde, c'est premièrement apprendre à vraiment se connaître soi-même. Ce que je propose, moi, c'est de faire le tour de la roue de médecine, donc d'apprendre à connaître la direction de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord. Bien sûr, être bien connecté à Terre-Mère et connecté aussi à ce qu'on appelle, nous, le grand mystère. Et la 7e direction, en fait, c'est notre cœur. Mais pour arriver dans notre cœur, nous, les humains qui sommes quand même très blessés, très traumatisés ou très stressés par notre mode de vie. Donc, c'est tout un chemin de parcourir la roue de médecine et d'apprendre à vraiment bien se connaître. Dans ce parcours-là, à la direction de l'Ouest, c'est beaucoup la guérison, donc avec l'ours et l'inconscient et tout ça. Donc, Alors, vous allez nous raconter, bien sûr, il y a un livre absolument magnifique que vous devez vous procurer qui est ici. Le pouvoir chamanique sur le chemin des traditions ancestrales, avec cette photo d'Ilka. Alors, je ne sais pas si Mathis va me le confirmer, mais peut-être qu'on voit assez bien la couverture. Mais vous m'expliquiez hors antenne qu'il y a une manière bien spécifique de tenir le tambour que l'on voit ici et qui est spécifique aux Mongols. Oui, au chamanisme mongol. Les chamans mongols vont prendre le tambour vers l'arrière et en fait, ils vont se jouer du tambour sur eux-mêmes, que la plupart des autres traditions vont tenir le tambour, ils vont le regarder, ils vont envoyer la vibration du tambour plus vers l'extérieur. Et vous faites la tradition mongole? Bien, je fais les deux, en fait, parce que, bien sûr, j'ai été
initiée ici au Québec par un grand-père du clan des Mi'kmaq qui m'a enseigné la hutte d'oxydation, les chants, comment fumer la pipe sacrée. Je guide des huttes depuis plus de 16 ans maintenant, mais bon, j'ai encore un concours de circonstances que j'ai atterri en Mongolie. Bien sûr, je voulais aller en Mongolie. Et je suis arrivée là, puis en fait, j'ai été accueillie par grand-mère Ayangat. Sur le coup, j'ai pas compris que c'était elle. J'avais lu à son sujet et la dame qui organisait le voyage pour nous m'a dit, ben il y a une grand-mère qui veut te rencontrer. Bien sûr, on dit jamais non à ça. Et on est arrivé dans la yourte, on s'est assis, on a discuté ensemble, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était grand-mère Ayangat qui est la femme qui a ramené le chamanisme en Mongolie. Elle a plus de 200 étudiants, ou peut-être même plus maintenant, parce que le chamanisme mongol a été banni pendant des années avec le communiste et tout ça. Donc, elle, bien malgré elle aussi, c'était pas quelque chose qu'elle pensait qu'elle allait faire dans sa vie. Et elle m'a, en fait, adoptée à quelque part. Elle m'a enseigné. Je porte l'armure mongole. C'est probablement la première fois que j'en parle ouvertement, mais je porte l'armure mongole. Je suis la seule femme blanche qui porte une armure mongole dans l'école de chamanisme de grand-mère Ayangat. Alors, qu'est-ce que c'est l'armure mongole? C'est vraiment une armure. Donc, chaque armure est différente, mais il y a beaucoup de clochettes. On porte un miroir de protection. J'ai un truc sur la tête avec les plumes, un peu comme l'image qui est dans mon livre. Et, mais c'est elle qui vous donne l'autorisation de ça? Ah oui. Puis elle a en fait canalisé mon armure. C'est elle qui a dessiné mon armure et il a été fait c'est dans les premières pages. Oui, c'est celle-là. Celle-là? Oui, mais moi, j'ai pas d'armure, là. C'est mon premier voyage. Mais vous voyez, les chamans ont une armure avec les plumes et tout ça. Donc, la première année, je suis là avec un petit tambour gros comme ça. Puis, je fais copain-copain avec les chamans mongols. Qu'est-ce qu'elle vous dit dans la yourte? Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que vous avez le droit de le dire, d'ailleurs? Oui, parce que, c'était notre première rencontre, mais en fait, elle a été très étonnée que je la reconnaisse, en fait, parce que c'est quand même c'est une dame très puissante, mais c'est une dame qui reste beaucoup dans l'humilité. C'est pour ça que je l'aime bien. Elle est discrète. Elle est discrète. Fait qu'elle était heureuse de savoir que je savais qui elle était, puis moi, j'étais estomaquée que j'étais assise en avant de grand-mère Ayangat. Et en fait, on s'est juste promis de collaborer. On s'est promis de collaborer et pour la première fois, en 2027, elle devrait venir au Canada. Au Canada? En fait, au Québec, chez moi, pour faire la connexion Mongolie-Québec. C'est elle qui valide, entre guillemets, le fait que vous êtes aujourd'hui praticienne en chamanisme? On pourrait dire ça pour le chamanisme mongol, mais pas pour le reste de mon travail. Puis en fait, j'ai été quand même une élève, elle m'a beaucoup laissé apprendre de moi-même. On a pratiquement la même âge, elle et moi. Et donc, elle m'a tout de suite fait confiance. Bon, ça a pris quelques années avant que j'aie mon tambour, avant que j'aie mon armure. Mais moi, dans toute mon innocence, à mon troisième voyage en Mongolie, je suis chez moi à quelques jours de partir, puis j'entends tu vas recevoir une armure. Puis moi, dans toute mon innocence, je me dis, bof, ils vont avoir une vieille armure qui traîne, puis ils vont vouloir me faire plaisir, puis ils vont me donner le truc. Ouais. Non. Quand je suis arrivée en Mongolie, grand-mère m'a montré le dessin qu'elle avait canalisé. Bon, ça a pris une année avant qu'il soit cousu, 2 ans avant que je reçoive les bottes. Je comprenais pas mon armure, je comprenais pas ce que c'était. C'est en 2024 qu'elle m'a vraiment expliqué. Donc, faut pas être pressé, hein? Ouais. Alors, j'ai même entendu dire que lorsque vous n'êtes pas convoqué, mais en tout cas, elle accepte de vous recevoir, elle peut vous faire attendre des heures avant de vous recevoir. J'ai entendu ça des chamans. Je pense que toute personne qui va en Mongolie avec le besoin de reconnaissance, avec un ego, va attendre très longtemps.
Donc il faut lâcher l'ego avant de pouvoir rentrer dans la yourte et être face à cette grand-mère. Oui. Donc c'est beau, ça veut dire que vous avez passé ce cap, que vous ne l'êtes pas dans cet ego. Moi, je suis toujours encore surprise de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de toutes les places où j'ai été invitée, de toutes les synchronicités, parce que j'ai jamais couru après ça. Salut, c'est Fabien Lefebvre, en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Justement, parlons un peu de votre histoire et de votre parcours de vie. Je me dis que lorsque vous avez quelques années de moins, moins de 30 ans on va dire, et que vous êtes dans ce fameux restaurant, le restaurant que vous récupérez, c'est votre papa, je crois, qui était à l'initiative de ce restaurant, et qu'après son départ, vous décidez de récupérer le restaurant. Qu'est-ce qui vous reste de ça ? Parce que vous devez aujourd'hui, avec le recul, avoir un regard en se disant « Mon Dieu, à 29 ans, je faisais ça, et aujourd'hui, je suis dans les plaines mongoles. » Ouais. J'ai 2 vies. J'ai une vie avant ma vie spirituelle, mais ma vie spirituelle a toujours été quand même un peu présente parce que ma mère était plongée là-dedans. Donc, j'ai lu le livre de La vie après la mort de Dr. Moody. J'avais à peine 12 ans, je pense. Donc, la vie après la vie. Oui, la vie après la vie. La vie après la vie. Oui, la vie, excusez-moi, ça fait longtemps. La vie après la vie. Donc, moi, j'ai baigné quand même, il y a une partie de moi qui baignait là-dedans. Mais c'est ça. Après le décès de mon père, j'ai pris le restaurant en charge jusqu'à temps qu'on le vende. Et c'est quelques années après que j'ai lâché des boulots. J'ai laissé tomber des boulots incroyables. J'avais une permanence à l'Auto-Québec. Je serais à ma retraite en ce moment avec les gros salaires et tout ça. Puis moi, j'ai laissé tomber des gros trucs comme ça pour vraiment me consacrer totalement à l'enseignement, à ma guérison, à aider les gens à se guérir aussi. Ma guérison, c'est intéressant ça. Qu'aviez-vous à guérir? Oh purée! Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais parce moi, oui. Parce que j'ai eu... je suis une grande sensible. Donc, tout ce qui s'est passé dans ma famille quand j'étais jeune m'a beaucoup influencée, m'a beaucoup percutée, en fait. Et mon père avait fait la guerre d'Algérie. Mon père était un grand traumatisé, était un grand souffrant. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. On ne parlait pas de ces choses-là. Donc c'est ça. J'ai eu une enfance... Si on regarde de l'extérieur, j'ai pas eu une enfance si terrible que ça parce que j'ai mangé, j'avais un toit. Oui, vous manquiez de rien. J'avais une voiture, mais c'est plus au niveau relationnel dans ma famille que ça a été très, très, très compliqué. Et la spiritualité a tout de suite dans votre vie eu sa place? Ah, tout de suite. Je faisais des rêves prémonitoires. Je volais dans les rêves. Les rêves ont fait vraiment une partie de ma vie, une grande partie de ma vie aussi. Puis en fait, j'étais hyper intéressée par la mort. Premièrement, je pense que je voulais pas trop être ici sur cette planète et je m'intéressais beaucoup à la mort. Très, très jeune, je lisais tous les livres. Donc, c'était une forme de spiritualité aussi. C'est toute l'ouverture avec... En fait, c'était mon ouverture avec le monde invisible.
Donc, Et avec des capacités, évidemment, j'imagine. oui, puis j'étais adolescente, puis les amis de mes parents me racontaient leurs problèmes. J'avais 15-16 ans. Mes copains à l'école, tout le monde me racontait leurs problèmes, puis je les écoutais, puis je me demandais toujours, mais pourquoi? Pourquoi j'attire ça? Oui, pourquoi j'attire ça? Ouais. Puis c'était aussi la confiance que les gens avaient en moi. Moi, j'ai toujours été estomaquée. Il y a des gens qui m'ont raconté des trucs qu'ils n'ont jamais raconté à personne. Puis à chaque fois, je me dis, j'aimerais être de l'autre côté de la caméra puis voir ou sentir qu'est-ce que les gens ils sentent pour avoir cette facilité-là à se livrer à moi. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que, et je pose souvent cette question aussi, vous dites, je me suis souvent demandé ce que je faisais dans ce monde, et si je venais véritablement d'ailleurs, et on peut comprendre que vous puissiez vous poser cette question. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on enregistre l'émission, on est en 2026, vous vous posez encore cette question? Non, je me pose plus cette question. Je sais pourquoi je suis ici, je sais d'où je viens. Vous venez d'où? C'est terrible, hein? Ah, mais moi, je veux savoir. C'est ça qui est intéressant. Ben, tu sais, je sais qu'on peut venir aussi tu sais, Orion me parle très, très fortement, mais sincèrement, dans cette vie-ci, mon challenge, ça a été de m'ancrer, ça a été d'accepter mon incarnation, de vivre dans un corps physique sur cette terre. Et c'est pour ça que le chamanisme m'intéresse autant. Parce que le chamanisme, oui, c'est l'art de rentrer en communication, en contact avec le monde invisible, mais en même temps, c'est aussi tous les esprits des animaux, les 4 directions, la nature, écouter son corps aussi, écouter, moi j'appelle ça la voix de son corps. Notre corps a une voix. Il y a l'ego qui parle très fort, il y a l'intuition, mais moi, j'entends mon corps me dire ce qu'il veut besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut manger. Donc, pour moi, j'ai été beaucoup dans fuir, dans l'autre côté, dans la mort. Et pour moi, c'est comme de revenir ici sur la Terre. T'sais. Donc, je trouve ça très intéressant en ce moment. Tout le monde est dans la médiumnité, dans plein de trucs. Intéressant ou vous parfois... déplorer un peu ça? Je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une ouverture au monde spirituel, mais en même temps, moi, je ne conseille pas ça si vous n'habitez pas votre corps, si vous ne connaissez pas vos blessures. Puis en fait, en bout de ligne de tout ça, est-ce que vous êtes un bon être humain dans la vie de tous les jours? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour vous? Pour moi, oui, je suis... En voulant dire moi, est-ce que moi, je suis une bonne... Oui, j'essaie d'être bienveillante, j'essaie d'être respectueuse, d'être à l'écoute. Tellement que j'ai une vie un peu particulière dans le sens que je veux pas être avec des gens tout le temps. Parce que quand je sors de chez moi et que je laisse de côté ma belle rivière et tous les animaux qui sont autour de ma maison... je veux être la meilleure version de moi-même. Donc, je veux être à l'écoute, je veux être empathique, je veux être dans l'entraide. Puis ça peut être n'importe où. Mon dernier voyage, je suis à l'aéroport, je vois on passe la sécurité, je vois un couple un peu âgé qui ont de la difficulté à comprendre et tout de suite, je m'avance et je vais aller les aider. Puis je m'assois dans l'aéroport, puis je constate tout le monde est sur son téléphone. Personne ne voit rien. Moi, je vois les gens qui souffrent, je vois la mère qui est impatiente ou je vois les amoureux s'embrasser. Moi, je vois tout ça. T'sais, je suis consciente de tout ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Vous aimez les gens? J'aime les gens. Pas tout le temps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils. Il paraît. Mais en même temps, je suis toujours capable de me dire, il y a une blessure en arrière. Ouais. On ne sait pas. Vous savez, j'ai tellement fait d'émissions avec cet angle-là sur l'être humain et j'ai tellement entendu de gens qui, même face aux atrocités, même face à certaines personnalités devenues des monstres, disent, il y a quand même derrière
ces monstres-là, un être humain? Ah, il y a toujours un être humain, et puis en même temps, on est qui pour juger? Mais moi, je balance ça aussi un peu dans le sens que j'ai le choix bon, je choisis qui est dans ma vie et aussi dans ma vie personnelle. Bon, dans ma vie professionnelle, je veux dire, je sais jamais qui va venir s'asseoir avec moi dans les ateliers, les formations, les voyages. Bon, puis des fois, c'est un peu costaud, hein, on sait pas. Mais en même temps, ben, je suis aussi quelqu'un qui est dans les conséquences. Si quelqu'un nous fait du mal à répétition, il y a une conséquence. Il ne faut pas être stupide. Moi, j'aime pas les gens qui disent qu'ils aiment tout le monde, parce que ça, c'est faux. Puis, il y en a plein qui le disent. Puis moi, je me dis, c'est pas tout le monde qui m'aime. Puis ça, je suis hyper à l'aise avec ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais que tout le monde m'aime. Je manquais beaucoup d'amour de soi. Donc, je me transformais, j'étais beaucoup dans le besoin de reconnaissance et tout. Mais maintenant, je suis très à l'aise. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ma médecine, qui n'aiment pas mon énergie, puis c'est OK avec moi. Puis en contrepartie, ça me donne le droit aussi de, bon, pas aimer tout le monde, mais en même temps, je sais que les gens, ils souffrent. Ça, je sais ça. Ça, je suis capable de voir ça instantanément. En tout cas, ça ne vous fait plus souffrir que certains ne vous aiment pas? Ah non, plus du tout. C'est réglé. Oui, je pense que oui. Bon, c'est pas toujours facile. C'est sûr. Mais en même temps, moi, je me dis, si je suis une bonne personne, je suis bienveillante, je suis à l'écoute, je suis empathique, je suis généreuse, puis il y a quelqu'un qui ça va pas avec lui, ben c'est OK pour moi aussi. On a parlé tout à l'heure, je donnais l'âge de 29 ans avec l'histoire du restaurant et de votre père. Et puis, il y a eu à 31 ans, lorsque vous décidez de tout quitter pour devenir massothérapeute énergéticienne. La question qu'on se pose, c'est que si le monde invisible, si l'énergie, si les soins, si l'accompagnement étaient si ancrés dans votre vie, pourquoi attendre 31 ans avant d'être plongé à 100% dans cette dimension-là? Ben... bon, première des choses, je considère que j'étais quand même dans la spiritualité. Dans la vingtaine, j'ai commencé à donner des soins, mais c'était toujours un peu... mais c'est quand même costaud de tout lâcher, de lâcher toute la sécurité. Les gens ne choisissent pas ça. Moi, j'ai plein de gens en ce moment qui sont à la retraite parce que, bon, c'est l'âge que j'ai. Puis, ils n'ont pas choisi ça. Puis, ils sont lessivés d'avoir fait un boulot qui les a pas comblés. Puis là, ils veulent se rattraper. Ils viennent s'asseoir avec moi parce que là, c'est comme, OK, là, il faut que... Bon, moi, je considère qu'à 31 ans, c'était très jeune pour tout lâcher puis me mettre à 100% là. J'ai jamais fait un autre boulot depuis 31 ans qui est pas relié à l'enseignement, aux soins, à l'accompagnement. Et c'est jeune, parce qu'à 31 ans, tu sais pas grand-chose. Moi, j'ai 56, puis en fait, dans la tradition autochtone, à 52 ans, tu commences ils appellent ça grand-mère, grand-père, dans la sagesse. On commence à peine à être sage à 52 ans. Fait qu'à 31 ans, oui, j'avais cette écoute, oui, j'avais des dons et tout ça, mais en même temps, je regarde ça aujourd'hui, ma fille, elle a 31 ans aujourd'hui. Bon, elle est sage, elle a fait plein de thérapies, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Mais en même temps, je la regarde puis je me dis, OK, quand même, à 31 ans, de tout lâcher. Moi, je connais pas grand monde dans mon entourage qu'à 31 ans, ils ont tout lâché pour faire 100%. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Quel conseil vous donneriez, Ilka, justement, à ceux qui nous regardent, qui sont dans la trentaine, qui se sentent vraiment poussés par cette dimension dont vous parlez, pas nécessairement le chamanisme, mais peut-être le soin et l'accompagnement et l'énergétique.
de franchir le cap et de prendre ces décisions parfois radicales en se disant « Allez, il faut y aller ». Est-ce qu'il faut y aller cash ou est-ce que vous préconisez le fait d'y aller progressivement et en douceur? Moi, je pense que chaque cas est différent, mais j'ai eu cette discussion-là avec une jeune de mes élèves de 20 ans le week-end dernier. Pour le coup, c'est très, très jeune. Puis qui m'a dit, oui, mais elle est très douée et tout, puis bon, elle est à l'école encore un peu, mais je lui ai dit, moi, si j'étais toi, je ferais un autre boulot, j'attendrais. 20 ans, je trouve ça trop jeune. OK. Moi, je pense que ça prend aussi ça prend une expérience de vie pour pouvoir guider aussi les autres. Mais bon, moi, je suis une intense, je suis une fonceuse. On m'a toujours initiée comme ça et moi-même, je me mets toujours dans des situations où c'est très intense. J'espère qu'en vieillissant, ça va se calmer un peu. Ça va se calmer un peu, oui. Mais bon, moi, j'ai tout lâché. Ça a été un peu un coup de tête aussi. Bon, il y a eu des événements qui ont fait qu'à un moment donné, c'était clair qu'il fallait que je me lance, là. La maladie en particulier? Ah, la maladie, c'est clair que c'est ça qui m'a mis vraiment sur mon chemin de guérison, en fait. Mais aussi des situations où je suis malheureuse, où je vais pas m'épanouir. J'étais massothérapeute dans un spa. Puis là, je massais les gens, puis là, les gens ils se mettaient à pleurer, puis là, ils tombaient en guérison. Puis là, ma patronne me disait « Mais qu'est-ce que tu leur as fait? » Puis je disais « Je fais rien, juste le toucher. » Quand je touchais les gens, ils tombaient en guérison. Fait que, bon, j'étais toujours là après me retenir à faire du massage dans un spa. Puis à l'époque, je sortais avec un Français que j'étais très, très, très amoureuse, mais que lui avait beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur. Puis en fait, dans la même journée, j'ai quitté le spa et j'ai quitté cet homme dans la même journée. Pour faire quoi? Pour m'asseoir sur mon canapé et me poser de sérieuses questions de qu'est-ce que je venais de faire et pour finalement avoir des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Et depuis ce temps-là, ça s'est jamais arrêté. J'ai jamais arrêté depuis que j'ai fait ce ménage-là dans ma vie. Mais ça veut dire que c'est presque... Il y a un petit paradoxe dans ce que vous dites, parce que vous dites que vous préconisez quand même à ceux et celles que vous accompagnez peut-être de prendre un peu de temps. Alors, il y avait la jeune de 20 ans en lui disant « prends ton temps », mais vous avez été radical dans vos choix. Oui, mais bon, on se rend compte dans un moment de ma vie où je me pose des questions. Tu sais, je vois des gens de mon âge qui sont à la retraite, qui ont une sécurité financière, mais ils n'ont pas tout le côté de l'âme. Bon, moi, mon âme a été comblée. J'ai fait le tour de la planète 20 fois. J'ai vécu des expériences extraordinaires. Je me suis guérie. Mais financièrement, je reste dans une vieille maison en Boiron et je me promène avec une bagnole qui est une 2014. On s'entend là-dessus. J'ai pas de sécurité pour mon futur. Fait que moi, c'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que oui, se lancer là-dedans, aider les gens et tout ça, mais en même temps, il y a beaucoup plus de monde qui font ça qu'à mon époque. Et d'un autre côté, bon, on vit dans la matérialité, on est obligé d'avoir de l'argent, on est obligé pour le moment de vivre comme ça. Donc, pour les jeunes, je leur dirais de peut-être juste regarder un peu, balancer un peu tout ça, tu sais. Dans ce que vous dites, alors il y a la maladie effectivement qui a été quelque chose d'important bien sûr dans votre vie et on peut le comprendre. Mais il y a aussi une notion que vous expliquez dans la préparation de l'émission. Vous dites une remise en question nourrie par une culpabilité profonde. Qu'est-ce qui vous culpabilisait? Oh, je sais pas exactement. Vous vous souvenez plus? Notamment sur le fait de la légitimité. Ah oui, dans ce sens-là. Oui. Bon, c'est un gros sujet ici au Québec, la légitimité. Partout, mais même chez nous. Oui, OK, peut-être. Mais bon, ici, il y a les Autochtones qui sont ici. Moi, j'ai quand même été adoptée par un grand-père qui m'a donné le droit. J'ai le droit de faire ce que je fais. Mais il y a toujours une culpabilité un peu en arrière que j'ai beaucoup bossé, en fait, les dernières années parce que je suis allée m'asseoir de nouveau avec les Autochtones. J'ai dansé la danse du soleil, j'ai dansé la danse de la lune,
Je ne sais pas si vous connaissez, mais Si. des gros rituels. Mais pourquoi vous avez de la culpabilité alors pour le coup? Puisque vous avez tout mis en place et que tout le monde vous valide? Ben, je dirais pas que tout le monde me valide, mais bon, c'est mon histoire personnelle aussi. C'est un peu mes histoires avec ma mère qui est dans son truc à elle spirituel. Je pense qu'inconsciemment, il y avait toujours une partie de moi qui voulait être validée dans ce que mon chemin à moi spirituel. Et je pense que ça, je l'ai aussi projeté un peu sur les grands-mères autochtones. Donc, c'est un jeu qui s'est joué un peu à deux. Mais sincèrement, je préfère être un peu dans la fausse humilité, de faire attention, parce que j'ai peur de l'ego spirituel. Je pense que, je vais le dire, j'aime pas trop parler comme ça, mais je pense que dans d'autres vies, j'ai dû bien fauter. Et dans cette vie-ci, je me garde dans l'humilité, peut-être un peu trop, qu'on me dit. J'essaie de réajuster ça, mais je préfère être trop dans l'humilité qu'être dans l'ego spirituel. Ça, c'est clair pour moi. Vous faites une différence entre... alors ça aussi, c'est un grand débat à l'ego. Il en faut, Oui. pour le coup. Oui, mais l'ego spirituel, c'est dangereux. C'est dangereux parce que surtout quand les gens ne sont pas ancrés, surtout quand les gens ne sont pas dans leur corps, ne sont pas dans la matérialité. Moi, j'ai vu des gens à perdre pied. Là. Je dis toujours à la blague, des gens qui se prennent pour Jésus. Là, ils décrochent là, et ça va pas bien. Parce que, bon, surtout en chamanisme, c'est... On rentre en connexion avec tellement d'esprits puissants. Et quand tu n'as pas d'estime de toi, quand tu as encore besoin de reconnaissance, bien là, tu vas t'identifier à ça, puis là, tu vas penser que c'est toi, puis là, tu vas commencer à dire aux autres quoi faire, comment faire, ou... tu vois, c'est ça beaucoup le danger. Le chamanisme mongol, c'est encore plus puissant, parce que lorsqu'on pratique le chamanisme mongol, bien, vous devez le savoir avec Corinne Saubrun, on incorpore un esprit puissant dans notre corps qui vient parler à travers nous. Et si je n'avais pas d'estime de moi, bien, je pourrais vraiment me prendre pour cet esprit-là. Et moi, ma vie, elle est très séparée. J'ai ma vie chamanique, puis j'ai ma vie personnelle. Puis je ne vais pas mettre mon collier de dents d'ours dans ma vie personnelle, d'ours ou de loup. Jamais, parce que je veux séparer les deux. Je veux rester Ilka avec encore ses trucs à travailler. Mais je sais que quand je suis en chamanisme, en toute humilité quand même, je sais que je suis très puissante. Je suis vraiment... je suis très, très, très puissante quand je fais ce travail-là. Mais pour me garder bien centrée, je fais vraiment une distinction entre les deux. Sur ce chamanisme mongol que vous pratiquez, vous parlez d'incorporation de ces esprits qui viennent incorporer le corps. Vous les avez identifiés? Oui. Vous avez le droit de dire? Non. Même pour nous? C'est tellement gros. C'est vrai? La grand-mère qui vient en moi, c'est tellement gros. La quoi, la grand-mère? Oui, l'esprit de la grand-mère qui vient en moi, c'est un personnage célèbre, en fait. Puis je voulais pas y croire au début. Puis, en fait, je nomme pas son nom. Je nomme pas son nom. Je suis désolée. On la connaît? Ben oui. Puis pourquoi? Je sais pas. Je peux pas l'expliquer. Ouais. Vous ne donnez pas son nom ou vous n'aimez pas son nom? Non, je ne donne... Excusez. Je ne dis jamais son nom. OK. Non, je la nomme pas. Qu'est-ce que ça ferait si vous donniez son nom? Ben pour moi, c'est... Bon, encore une fois, c'est la peur de tomber dans l'ego, puis aussi la peur la peur aussi peut-être du jugement ou de dire, bon, pour qui elle se prend, elle, pour dire qu'elle incorpore cet esprit-là. Déjà que j'ose dire ça ici devant la caméra avec vous, c'est déjà... c'est déjà beaucoup? C'est énorme. Alors merci. Énorme. Alors merci. C'est une grand-mère, hein? C'est une grand-mère. Très célèbre. Oui. Québécoise? Non, pas du tout. Française? Non. Non, rien du tout. C'est pas la peine que je vous questionne. C'est pas la peine que je vous cuisine, vous me direz rien. Bon, mais en tout cas, non, mais avec toutes
toutes les séances de chamanisme que vous pouvez faire et toutes les incorporations sans doute que vous avez eues, c'est toujours elle qui revient? Oui. C'est elle qui est... au début, j'avais un autochtone, un homme qui venait au début, mais je sais pas, je ne fais pas juste du chamanisme mongol. En fait, je devrais pratiquer encore un peu plus, mais tout ce que je fais en général, c'est beaucoup plus basé sur la roue de médecine puis les enseignements, en fait, de mon pays. Et à ça aussi, bien, il y a tous les enseignements du chamanisme népalais. Je suis aussi allée au Népal avec Bola, qui m'a pris sous son aile lui aussi, truc de fou. Puis, donc, j'aime beaucoup les chakras aussi, j'aime beaucoup les mantras, puis leur façon à eux aussi, les chamans népalais, de travailler avec les éléments. Ils travaillent beaucoup avec les éléments, eux. Donc, c'est des chamans qui sont très, très ancrés aussi. Juste pour revenir sur cette grand-mère et sans évidemment vous pousser à dire... Non, mais juste. Elle vous conseille? Vous lui demandez des conseils? Oui. Elle me guide, elle me conseille, mais elle conseille surtout les gens qui viennent me voir, mais elle est toujours avec moi. Elle est toujours avec vous? Mais tu sais, puis vous savez, quand elle est là, puis elle parle avec ma bouche, des fois, parce que je suis quand même présente, plus ou moins, dépendamment de combien de personnes j'ai aussi. Des fois, je suis moins présente, mais des fois, elle dit des trucs, puis je me dis... Mais purée, pourquoi elle a dit ça? Mais finalement, les prédictions qu'elle fait, les conseils qu'elle donne, après, j'ai des feedbacks, puis les gens sont vraiment étonnés. Moi, la première. J'imagine. Encore aujourd'hui? Ah, moi, je suis toujours étonnée. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet d'être incorporé comme ça? C'est une séance au tambour? C'est... une autre pratique, un autre rituel, à quel moment ça arrive? Ah, mais c'est toujours dans un rituel. C'est toujours avec une armure, c'est toujours avec le tambour, c'est toujours avec un feu. Hiver comme été, je fais un feu à l'extérieur, je m'assois au feu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non. Donc, Si, mais Okay. L'idée, c'était de savoir, j'essaie évidemment par différents biais, j'essaie d'en savoir plus, mais voilà, je respecte aussi évidemment le fait que vous n'ayez pas envie de dire ça. Il y en a d'autres? D'autres esprits? Bien, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a un autochtone, qui venait. Mais bon, la grand-mère, je pense que je ne fais pas assez de séances. La grand-mère, elle prend toujours toute la place. Et en fait, des fois, il y a l'ours qui vient. La dernière fois que j'ai été en Mongolie, en 2024, j'ai assisté à une cérémonie avec 60 chamans mongols. J'étais encore une fois la seule femme blanche là, avec une armure. Puis l'ours est venu, c'est lui qui est venu m'incorporer au début, un peu pour comme protection aussi. Puis il regardait tout le tour pour voir qui était là, puis tout ça. Donc l'ours, c'est mon grand protecteur. Alors ce grand protecteur, quand il vous incorpore comme ça, quelle attitude vous avez? Quel comportement vous avez? Une chance que j'ai un voile en avant du visage parce que ça doit pas être joli à voir. Personne vous a filmé à ce moment-là? Non. Cette année, ils vont nous donner la permission de filmer puis prendre des photos, mais j'ai quand même un truc qui cache mon visage. OK. Donc on ne fait que vous entendre, en fait. En fait, dans ces cas-là, c'est parce qu'on est une soixantaine, on incorpore, on parle pas vraiment. Mais quand j'incorpore l'ours, ça doit vraiment être terrible parce que j'ai la mâchoire qui m'avance comme ça en avant, puis je fais des sons, puis... C'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus chic. C'est sûr que ça doit être un moment extraordinaire. Quand même. Puis c'est aussi pour être menaçant. Dans le chamanisme mongol, on porte beaucoup des têtes de mort et pour être menaçant, pour que comme ils appellent, les mauvais esprits. Si tu n'es pas menaçant, les mauvais esprits ils vont venir vers toi. Ils vont essayer de t'incorporer, en fait, parce qu'il y a toutes sortes d'esprits dans le monde invisible, comme vous devez le savoir. Bien sûr. Donc, quand on a une armure, c'est une protection aussi, puis c'est une façon aussi que l'esprit qu'on veut incorporer va nous reconnaître aussi.
Vous êtes fascinante. Elle est là, la grand-mère. C'est vrai? La grand-mère, elle vient d'arriver. Oh, magnifique! Ouais, là, elle est là. Est-ce qu'elle a un message pour nous? Elle est bien rigolote. Moi, le message, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est prenez-vous pas trop au sérieux. Fait que voilà. Ça, c'est un mantra. Ne pas se prendre au sérieux. Oui, ne pas trop se prendre au sérieux. En fait, dans la tradition autochtone de chez moi, dans la direction du Sud, il y a le loup qui est le maître, l'enseignant. Je porte ce chapeau-là quand j'enseigne les ateliers, les formations et tout ça. Mais toujours qui accompagne le loup, c'est son cousin qui est le coyote. Donc, le coyote, il vient, on l'appelle le clown. C'est lui qui vient nous faire des jambettes ou pour pas qu'on se prenne trop au sérieux non plus, tu sais. Je dis toujours aux élèves, le chamanisme, c'est sérieux, puis à chaque fois, j'éclate de rire. Vous savez que j'ai bloqué sur la grand-mère, c'est horrible. Il faut que je me change la tête. Qui sont ces gens qui font appel à vous, qui veulent suivre votre enseignement, qui veulent suivre votre accompagnement? Est-ce qu'on peut faire un accompagnement avec Ilka Marcenet d'une manière en dilettante? Ou véritablement, est-ce qu'on le fait en conscience et une conscience profonde? C'est pas, je me réveille un matin, je me dis, tiens, je vais me faire un petit week-end avec Ilka, et puis, parce que j'ai du temps à perdre. Non, pas du tout. En fait, j'ai enseigné j'ai une formation chamanique d'une année pendant très, très longtemps en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai amené le chamanisme à des endroits où on ne pratiquait pas vraiment le chamanisme. Maintenant, je donne cette formation-là qu'au Québec. Mais on peut venir faire des ateliers, on peut venir faire des huttes de sudation, on peut venir faire un soin. Mais moi, je travaille principalement en présentiel. J'ai besoin d'être au contact des en gens. contact. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire des groupes de 40 personnes parce que j'apprends à connaître les gens, je connais leurs prénoms, j'apprends à connaître leur histoire. Puis en fait, je les aide souvent à plonger parce que c'est ma médecine. Ma médecine, c'est la direction de l'Ouest. Donc, c'est plonger, aller voir ce qui est dans l'ombre, aller voir ce qu'on n'a pas pacifié, on n'a pas guéri. Moi, mon objectif, c'est marcher dans son pouvoir chamanique dans le sens que je veux que les gens soient leur propre maître, leur propre guide, leur propre guérisseur éventuellement. Je veux pas que les gens restent éternellement avec moi. Je veux qu'ils partent puis que je veux qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que je pense que c'est ça qui est important, d'où le titre de mon deuxième livre qui est « Devenir la médecine du monde ». Donc, si chaque personne est porteur d'une médecine différente et qu'on déploie cette médecine-là, je pense qu'on va bâtir un meilleur monde qu'on vit en ce moment. Mais ça, c'est aussi se connaître, apprendre à se connaître. Comme toi, par exemple, tu es beaucoup dans la direction de l'Est. Moi, je suis dans la direction de l'Est. De l'Est, oui, l'Est. Le soleil levant, les nouveaux départs, les nouveaux projets, l'enthousiasme. En fait, dans la direction de l'Est, l'état d'être, c'est beaucoup l'enthousiasme. C'est pour faire le travail que tu fais. Et ça prend de l'enthousiasme parce que tu ne pourrais pas faire ce que tu fais si tu n'étais pas enthousiaste à chaque personne que tu rencontres. Et moi, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai écouté tes entrevues. Je me suis dit, OK, lui, c'est un enthousiaste. J'ai le goût d'aller m'asseoir avec lui. J'ai le goût d'aller discuter avec lui. Je sais que ça va être intéressant. Moi, je suis une grande enthousiaste aussi. Mon enthousiasme m'a beaucoup joué des tours. J'imagine, oui. Parce qu'on me disait « Ah, Ilka, viens au Népal. » Puis là, 2 semaines après, il fallait que je parte, puis j'aille en Suisse. Puis sur papier, c'est toujours joli, mais des fois, je me disais « Mais purée, Ilka, comment tu vas faire ça? Comment tu vas réussir à faire tout ça? » Mais c'est toujours mon enthousiasme. Enthousiasme veut dire possédé par le divin. Donc, quand on est dans notre enthousiasme, c'est comme notre partie divine qui s'éveille. Puis tu me vois, juste en parler, mon enthousiasme vient de monter d'un cran. Et votre regard qui change aussi. Oui, voilà. Mais ça, c'est parce que la grand-mère, elle est là, elle vous souffle les réponses au fur et à mesure. Vous parliez justement vous disiez, j'espère qu'au travers de ce que j'enseigne,
je peux contribuer à un meilleur monde. Oui, Vous pensez que ce meilleur monde, on est de la même génération, vous pensez que ce meilleur monde, on le verra de notre vivant? Moi, je trouve que ça va pas assez vite. Hein. Il y a plein de prédictions. Les gens ils disent il va arriver ci, il va arriver ça. Bon, on a quand même eu la pandémie qui a quand même amené un grand coup, un grand changement, qui a eu des côtés négatifs, mais aussi positifs dans tout ça. Ça a réveillé un paquet de monde. C'est vrai. Mais je sais pas. Moi, je suis pas certaine que toi puis moi, on va voir ça dans... Non, je suis pas certaine. On reviendra. On reviendra ou on regardera d'en haut. On regardera. On regardera d'en haut. Vous savez, il y a parfois aussi, j'entends ça, j'entends souvent des gens qui disent « Oh là là, tu sais, si la réincarnation existe, moi, je ne veux pas revenir. Hein. Je préfère rester où je suis et je n'ai pas envie de revivre une expérience terrestre puisque nous sommes censés être des êtres spirituels venus sur Terre pour vivre. » Bon, vous connaissez évidemment le truc. Vous aimeriez, vous? Ma fille rirait bien. Je suis convaincue que quand on arrive de l'autre côté, puis qu'on laisse notre corps de chair, puis on laisse un peu de temps, on aurait le goût de revenir. Moi, je considère que j'ai eu une vie assez difficile, avec beaucoup de souffrances à transmuter. Pour le moment, je te dirais que je ne sauterais pas les 2 pieds joints de revenir. Je vais essayer de finir en beauté cette vie-ci. Et on dit souvent que les gens qui ont cette sagesse comme vous, qui enseignent aujourd'hui, qui sont devenus praticiens chamans ou chamans, peu importe le titre, certains disent que ce sont des vieilles âmes. Oui. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Moi, je vois ça un peu comme il y a tellement de familles d'âmes et il y a des âmes qui sont des enseignants, des guérisseurs, qui sont ici pour partager ça. Je regarde ma fille qui est vraiment plus une artiste. Donc, elle passe par la danse, le corps, elle passe par un autre chemin très artistique aussi. Donc, elle a sa mission. Je pense pas qu'il y ait une mission qui est meilleure qu'une autre. Moi, je pense que ceux qui sont venus comme moi pour faire ce qu'on fait, faut être fait fort. Faut être fait fort pour faire ce qu'on fait. En fait, en tout cas, dans mon cas, c'est de côtoyer autant de souffrance. La souffrance qui est synonyme de chaos. Vous avez le sentiment qu'il faut en passer par un chaos ou le chaos pour évoluer, progresser, avancer, changer? Ah, ça serait bien qu'on ne soit pas obligé, mais je pense qu'on est encore obligé. On est encore obligé. Mais quand je parle de souffrance, c'est, oui, de chaos, mais en même temps, la souffrance. Quand j'étais avec les guérisseurs maoris en Nouvelle-Zélande, ils nous ont dit, tout le monde a subi un traumatisme. Puis le premier traumatisme qu'on vit, bon, sans être dramatique, là, mais c'est de sortir du ventre de la mer au chaud, puis de naître dans ce monde-là. Fait qu'eux, ils considéraient déjà que ça, c'était un premier traumatisme pour chaque être humain qui vient au monde. Même dans le meilleur des cas, c'est quand même un gros passage. Mais bon, peut-être parce que c'est moi, puis j'attirais ça. Mais moi, j'ai eu des gens qui m'ont raconté des histoires, mais qui se racontent pas, là, des histoires d'horreur, que moi, j'ai été estomaquée d'entendre ce qu'un humain peut faire à un autre humain. Bien sûr. Donc, moi, les gens qui viennent vers moi, souvent, c'est des gens qui sont traumatisés, qui sont blessés, puis qui ont besoin de ma force pour les aider à plonger puis à remonter. Mais quand ces gens ont traumatisé d'autres personnes, ces bourreaux, enfin, peu importe, pourquoi cette âme fait ça? Parce qu'elle est elle-même traumatisée. Tu sais, si je regarde ma famille, tu sais, mon père, il a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait, mais ce qu'il a reçu de son père, c'était épouvantable. Il a fait un peu mieux que son père. Et moi, j'ose espérer que j'ai fait 100 fois mieux. Ça, c'est tout le transgénérationnel, puis que tu connais, que je sais que tu as fait des entrevues là-dessus. Fait que moi, je pense que notre génération, on est la génération, je vais le dire comme ça, à la française, qui vient péter la gueule au transgénérationnel. On est là, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui va
qui va parler, qui va nommer, qui va faire le travail pour qu'on puisse briser la chaîne. Moi, mon objectif, c'est que ma fille ne reçoive pas autant de transgénérationnel pour que, éventuellement, sa fille soit peut-être libre de toutes ces histoires-là. Vous avez une petite fille? En fait, ma fille est enceinte. Yeah, bravo! Je sais pas si elle va être contente que je dise ça à la télé, mais ma fille est enceinte. Magnifique! Oui. Mais vous n'êtes pas surprise qu'elle soit enceinte? Ben non, pas du tout. Vous le saviez? Ben oui, ma fille, elle adore les enfants. Non, mais vous le saviez, on était venu vous le dire, sans doute. Ah oui, j'ai eu une vision, de marcher... moi, j'ai un acre de terrain sur le bord de la rivière, puis il y a une partie qui est boisée, puis j'ai eu une vision d'une petite fille qui courait en face de moi. Bah tiens. Et elle vous a dit « Mamie, j'arrive !» Non? Non, elle faisait juste courir de dos pour le moment. C'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, vous savez que c'est une petite fille? Oui. Ah, formidable. Je l'ai su après la vision. Vous l'avez... J'ai eu la confirmation, parce que je reste toujours dans l'humilité. Je me dis, bon, on ne sait jamais, mais voilà. Le livre, ça s'appelle « Le pouvoir chamanique ». C'est aux éditions Vega, sur le chemin des traditions ancestrales. Et il faut évidemment lire ce livre. Est-ce que c'est un livre pour des débutants? Oui. Débutants ou peu importe votre niveau. Ça prend juste une bonne dose de curiosité. Bon, à l'époque, quand je l'ai lu, quand je l'ai écrit, il y avait beaucoup moins de livres sur le chamanisme. Mais en fait, les gens aiment beaucoup parce que j'ai mes histoires. Moi, je suis une raconteuse d'histoires. J'en ai pas trop raconté aujourd'hui. Mais il y a toutes mes histoires avec la Mongolie, aussi avec la quête de vision que j'ai faite en Arizona, avec les Navajos, le Vanuatu aussi, et les Maoris. Donc, il y a plein d'histoires que les gens aiment beaucoup lire, là. Si vous ne viviez pas au Québec, vous aimeriez vivre où? Dans quelle partie du monde? Et avec quel peuple? Moi qui ai tellement voyagé, oui. Ça a été quand même compliqué, hein? Des fois, j'ai été plus souvent à l'extérieur de mon pays que chez moi. Je dirais que je veux rester dans mon pays. Je veux vraiment rester dans mon pays. J'ai acheté une petite maison au bord de la rivière, ça fait à peine 1 an. Planter mes racines, inviter... En fait, mon objectif maintenant, c'est d'inviter grand-mère Ayangat, peut-être inviter Bola du Népal, inviter les Européens à venir me rejoindre dans mon pays. Mais en étant totalement transparente, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, à un moment donné, je me suis dit, mais je veux aller habiter là. Puis à un moment donné, tu sais, bon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, que je trouve que c'est quand même une île incroyable, je me disais pendant un temps, je veux aller habiter là. Là, je vais beaucoup en Suisse, j'adore la Suisse, je trouve ça magnifique. Je me dis, j'aimerais ça aussi habiter là. Mais sincèrement, je suis de retour à la maison depuis un peu plus d'1 année. Puis de planter mes racines, et ça me fait du bien, en fait. Vous êtes bien chez vous? Oui, je suis bien chez moi. Ouais, et c'est important parce qu'il y a tellement de gens, effectivement, qui ne se sentent pas nécessairement, qui se sentent d'ailleurs chez eux nulle part. Vous y êtes? Oui, mais je me suis aussi sentie chez moi quand je suis allée en Égypte. Je suis débarquée en Égypte, puis j'avais l'impression que je débarquais chez moi. Bon, je n'aurais jamais habité en Égypte, mais... Bon, fait que ça, je pense que c'est notre âme aussi, notre âme qui a besoin d'aller des fois dans d'autres pays, puis d'aller faire des connexions, aller sur des sites sacrés aussi, retrouver des mémoires. Comment est-ce que vous sélectionnez, si je puis dire, je ne sais pas si le terme est bon, ceux et celles qui ont la chance de pouvoir suivre votre enseignement en présentiel, qui peuvent venir dans votre lieu, qui peuvent venir dans les endroits où vous avez envie de œuvrer? Bien, sincèrement, c'est à eux d'entendre l'appel. Mais c'est quoi? C'est les premiers arrivés, les premiers servis? Oui, les premiers arrivés, les premiers servis. OK. Oui. Donc, il n'y a pas de sélection particulière de votre côté? Si vous en ressentez l'appel, vous y allez? Moi, je serais qui pour dire à quelqu'un, tu peux ou tu ne peux pas venir t'asseoir avec moi? Puis, habituellement, plus les gens ils sont simples, des fois, plus les gens n'ont pas beaucoup de connaissances, plus c'est agréable. Parce qu'ils sont modelables. Moi, parce qu'ils sont pas... bon,
vous devez commencer à le sentir. Moi, je suis un peu allergique à l'ego spirituel. Puis souvent, les gens, ils viennent s'asseoir avec moi, qui ont fait plein de choses avec plein d'autres gens. Puis là, ils veulent me prouver quelque chose. Ils veulent... c'est ça. Vous le sentez tout de suite, ça? Ah, je le sens tout de suite. Mais j'ai l'habitude de ça. Souvent, il y a des gens qui ont eu des soucis avec leurs parents, avec l'autorité. Ils vont venir s'asseoir, moi, la figure d'autorité. Puis là, bon, ils veulent jouer un peu des jeux aussi. Ils veulent quelque chose de moi. Et c'est surtout là que des fois que ça ne joue pas avec moi parce que moi, je ne donne pas ça. Moi, je veux que la personne se donne ce qu'elle a besoin de se donner. Oui, je vais encourager. Oui, je vais aider les gens à développer leurs dons. Mais quand on va dans cet espace-là où les gens ils veulent absolument que je les reconnaisse, puis ça, c'est un peu le problème, surtout en Mongolie. Tu sais, j'ai hésité de retourner en Mongolie avec des gens parce qu'il y a des gens qui débarquent en Mongolie, puis le seul truc qu'ils veulent, c'est d'être reconnus par un chaman, de se faire dire qu'ils sont chamans. Puis là, ils sont pas contents parce qu'ils reçoivent pas ça non plus des chamans. Je peux te dire que dès que quelqu'un arrive avec cette attitude-là, ces gens-là, ils sont ignorés, en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont juste ignorés. Ils sont reconnus tout de suite. Ah, ils sont reconnus pour ça. Ils sont ignorés. Et après ça, ils me regardent moi, puis ils me disent, bien, pourquoi toi, tu as une armure? Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu demandé? Puis là, c'est comme ce truc-là qui embarque. T'sais. Moi, j'ai rien demandé. Hein? C'est la vie qui m'a offert. Là. Vous auriez pu refuser ça? Ah, je pense que ça ne se refuse pas. Sincèrement, la première fois que j'ai fait l'incorporation, je ne sais pas si ça se dit à la caméra, mais j'ai vomi toute l'avant-midi. J'étais terrorisée qu'il y ait un esprit qui incorpore mon corps. Je pleurais, j'ai appelé une amie, j'ai dit « je ne peux pas faire ça, c'est pas possible ». La deuxième fois, rebelote, mais après j'ai pris confiance en moi. Fait que c'est pas un chemin facile. Tu sais, de l'extérieur, c'est comme « waouh, 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 waouh », mais en même temps, il faut que tu le vives dans ton corps, tu sais. Et grand-mère était là dès le premier? Dès la première incorporation? Oui, grand-mère était là dès le premier. Si elle peut me permettre que je l'appelle grand-mère. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. Elle est OK? Ben oui. Bon, ça va. Ilka, il y a un calendrier spécifique pour suivre vos enseignements? Oui, on peut aller sur mon site www.shamanka.ca. Voilà, shamanka.ca. On le met autour de la vidéo pour ceux qui veulent avoir des infos. Donc, c'est là. Faut y aller une fois de temps en temps, au fur et à mesure. Je mets ce que je fais en Europe ou au Québec ou des voyages que je vais planifier, d'autres voyages, d'éventuels voyages peut-être en Mongolie. Il y a un éventuel peut-être voyage aussi en Égypte en mars prochain. Et chez nous? Non? Et chez vous en France, j'ai plusieurs invitations en fait, donc je vais mettre ça aussi à l'horaire. Là. J'ai 2-3 invitations pour la France. Mais j'étais là en novembre l'année dernière en France. J'ai fait une retraite aux grottes de Lascaux, qui était avec les animaux préhistoriques. On a vécu un truc vraiment magnifique. Super. Donc, voilà. Bon. La dernière question pour clore cet échange, je pourrais vous garder évidemment des heures, mais qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Ben, moi, personnellement, je sais pas. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on retienne le message, tu sais, le message de mon deuxième livre, une inspiration. En fait, j'aimerais être une inspiration à ce que les gens deviennent la médecine du monde. Mais vous l'êtes déjà. Ouais. Ben oui, mais bon. Pas d'ego spirituel, hein? Non. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça va, c'est OK. Ouais. C'est pas vous qui l'avez dit. Ouais. Mais vous l'êtes aujourd'hui, vous avez mais tellement inspiré de gens que... Oui, je pense que oui, j'espère que oui. Et je trouve extraordinaire que de pouvoir se dire, sans être dans l'ego spirituel, je suis quelqu'un de bien. Oui, ça c'est important pour moi. C'est important. Plus que tout le reste. D'être une bonne personne, d'être bienveillante, d'être généreuse. Je suis pas parfaite, hein. J'ai tout mon côté... j'ai tout mon côté noir, comme on dit, le dark side, tu sais. Les gens, des fois, me disent « Ilka, tu as beaucoup, beaucoup de lumière. » Il y a des gens, ils me voient puis ils me disent « Ah, wow, tu as beaucoup, beaucoup de lumière. » Puis là, je leur dis toujours
j'ai l'équivalent en noirceur. La différence, c'est que moi, je le sais. Je connais mon côté noir. J'ai fait mon tour de mon côté noir. Je le connais par cœur. Et là, c'est comme de laisser un peu plus ma lumière maintenant. Quel est votre plus gros défaut? Impatiente. Oui, impatiente. Moi, ça va vite dans ma tête. Je m'ennuie facilement. Malgré que je peux être assise sur le bord d'une rivière pendant 2 heures et rien faire, mais quand on est dans un processus, des fois, je deviens impatiente parce qu'il faudrait que ça aille plus vite pour moi. Quel est votre animal totem? Oh, l'histoire de l'animal totem. Bien, je peux confirmer aujourd'hui que mon animal totem, bien sûr, c'est l'ours. Mais c'était pas un animal que... C'était pas un animal que je voulais. Je voulais pas du tout être un ours. Moi, je voulais être une loutre. Je voulais un truc beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux et beaucoup plus svelte, là. Mais vous savez, l'ours, il y a 2 côtés. Les élèves m'appellent Maman Bear, Maman Ours. Fait que, bon, des fois, je leur fous des claques. Et d'autres fois, je les berce. Je leur fous des claques quand ils se racontent des trucs, tu sais. Mais... Vous remettez les gens à leur place, hein, quand même. Hein? Mais toujours avec leur permission. Okay. Toujours, toujours. Quand les gens, je vois que les gens, ils se perdent dans un truc, je leur dis, j'aurais quelque chose à te dire, est-ce que tu me permets? Je demande toujours la permission, ils me disent oui. Ouais. Les élèves qui me connaissent sont comme, OK, Ilka va parler. C'est toujours dans la bienveillance, mais c'est toujours direct. C'est toujours, je passe pas par 4 chemins, tu sais, mais c'est toujours dans la bienveillance. Puis en même temps, moi, c'est ces petites claques-là que j'ai eues à gauche, à droite dans ma vie qui m'a aidée à être vraiment dans mon intégrité dans ma vie, tu sais. Parce que moi aussi, je me suis raconté bien des blagues au cours de ma vie parce que je souffrais, parce que j'étais dans des trucs. Puis j'ai eu des gens qui ont fait tout. Puis j'ai fait, oh, sur le coup, c'est difficile, mais après ça, c'est comme, OK, j'apprécie ça, beaucoup, des gens qui sont capables de me dire ça avec bienveillance. Et nous, on a beaucoup apprécié vous recevoir. Ben merci. Merci infiniment. Ça me fait très plaisir. Merci, c'était un très bel échange. On vous met le lien, évidemment, pour entrer en contact avec et puis connaître surtout l'actualité d'Ilka. Le livre qui est ici, dans la grande maison de chez Très Daniel, aux éditions Vega. Voilà. Et puis d'abord, effectivement, prenez soin de vous. L'ego spirituel, je pense qu'on a bien compris hein, que voilà. Grand-mère, est-ce qu'on peut l'embrasser? Oui, elle est OK, c'est parfait, elle est d'accord. Et merci infiniment, Ilka. Merci à toi, merci. On se retrouve très vite ici à Montréal, sous 30 degrés hein, quand même. Hein. C'est chaud chez vous quand même. Hein bah alors... nous, dans 3 jours, il peut faire moins 5. Moins 5, oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est l'amplitude thermique est terrible. C'est vrai. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre depuis Montréal. À très vite.